Les régates de San Francisco. Dans le numéro 537 de Radio-Télévision Cinéma, avec Jean de Sailly en couverture, mais ça n'a rien à voir, on en trouve une critique qui résume tout, et incite en fait à aller voir de quoi il retourne. Elle n'est pas longue, on vous la lit tout entière. Ignoble. Quand un film dépasse à ce point les bornes de la décence et de la dignité humaine, il devient inutile d'en rendre compte. La censure a déjà coupé 15 à 20 minutes du film, que n'a-t-elle supprimé le reste ? Le public réagit de la façon la plus saine en sifflant et réclamant le remboursement des places. L'histoire, si l'on peut appeler ça une histoire, tourne autour de la virginité d'une fille de 15 ans, virginité vérifiée de visu par son père. Un slip sert de pièce à conviction. La vulgarité du dialogue n'a d'égal que sa complaisance dans l'ignoble. Aucun nom au générique. L'auteur aurait-il reculé devant son œuvre ? Les échos d'une polémique devenue publique laissent entendre que l'auteur a plutôt retiré son nom pour les coupures qu'on lui a imposées. Ce serait un comble. Et le film est réalisé par un mystérieux point d'interrogation. À première vue, ça n'avait pourtant pas l'air bien méchant, les régates de San Francisco, avec sa jolie musique napolitaine. Voilà, la jolie musique napolitaine. Ces jeunes acteurs beaux et souriants qui forment un joli couple nouvelle vague, comme le dit Cinémonde. Mais non, pas du tout nouvelle vague justement, vous allez voir. Mais ce qui intriguait sur les affiches, c'était cette mention « interdit au moins de 18 ans ». C'était nouveau ça. Ce n'était que le deuxième film à jamais avoir été interdit au moins de 18 ans. Et on avait beau chercher, il n'y avait pas de nom de réalisateur sur l'affiche. Qui était donc ce monsieur ? Point d'interrogation. Eh bien, c'était le réalisateur le plus censuré des années 40, 50 et 60, l'homme du 45 rue Poliveau, des Salauds de pauvres et du Diable au corps sans Marouchka Detmers, et aussi le réalisateur du premier film de l'histoire à avoir été interdit aux moins de 18 ans. Décidément, il est spécialiste, La Jument Verte. Et également le réalisateur 30 ans avant du tout premier film tourné en cinémascope, qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore le cinémascope. Bon, il s'agit bien de Claude Autant-Lara, l'une des cibles favorites de la nouvelle vague. Nous y voilà. Claude Autant-Lara, connu pour son caractère de cochon, et qui avait réussi à être successivement président de la Fédération nationale du spectacle CGT, membre de l'Académie des Beaux-Arts, député européen du Front National et prétendu victime d'un complot mondial tout en tenant des propos antisémites. Et même s'il avait alors 120 ans, ce n'est pas une raison. Et du coup, il est puni. Il est au purgatoire. En ce qui concerne les régates de San Francisco, Autant-Lara s'était sévèrement frité avec Raoul Lévy, le producteur du film, qui voulait des coupes ici et là, en particulier l'histoire du slip, dite l'histoire de la culotte. Autant-Lara pensait d'ailleurs que c'était un bon titre pour le film, La culotte. Raoul Lévy voulait aussi absolument Suzy Delair dans la distribution, il voulait Dalida pour chanter la chanson. C'est un jour à Naples qu'on s'est rencontrés à la même table du même café. Alors là, non, je dis non, a dit Autant-Lara. Et il a retiré son nom du générique, il a retiré son nom des publicités, il a retiré son nom des affiches, d'où Monsieur Point d'interrogation, ou Monsieur X. Mais ça n'a trompé personne, puisqu'en avril 1960, tout le monde parlait de la polémique entre Autant-Lara et Raoul Lévy. Et tout a été de mal en pis. Les critiques ont été, disons, modérément enthousiastes. L'auteur italien du roman dont a été tiré le film a déclaré que c'était veramente un disastro, et la censure a voulu d'autres coupes, et certaines villes ont totalement interdit la projection. Et remarquez, à dire vrai, il n'y avait de toute façon pas grand monde aux projections. Et oula, estocade, la centrale catholique a décerné au film la terrible cote 5. La cote 5. Par discipline chrétienne, il est demandé de s'abstenir d'aller voir les films cotés 5. Eh bien, et puis on a tout oublié et le film a complètement disparu. Pas de séance en salle depuis sa sortie, aucun passage à la télévision, introuvable en VHS, DVD ou VOD. Du coup on ne l'a pas vu, quel dommage, c'était sûrement très bien. Même si nous n'en sommes pas absolument sûrs. En tout cas, on va pouvoir quand même tout vous raconter, y compris la fin, ce qui n'est pas grave puisque de toute façon vous ne le verrez jamais. Mais par quel prodige ? Eh bien, grâce à ceci. Le roman photo publié à l'époque par Mon Film, un nouveau franc chez tous les marchands de journaux. Ah, évidemment, il n'y aura pas le cinémascope Eastman Color d'origine, mais ce sera déjà ça. Et vous avez le droit de partir avant la fin, comme au cinéma permanent. Alors donc, en noir et blanc et en image fixe, au bord de la Méditerranée, deux familles vivent sur les pontons d'un club nautique. C'est un peu comme les Hotimins et les O'Hara dans Lucky Luke, ils ne s'aiment pas, à part qu'ils n'ont pas de grands nez ou de grandes oreilles. Ou tiens, disons plutôt les Montaigu et les Capulet, ça fera plus chic, et plus italien. Bref. Dans l'une des familles, le père est un gros bourrin qui tue les rats à coups de fusil, le fils a des soucis d'adolescent qui s'éveille à la vie,
Et la mère, c'est donc Suzy Delair, qui fait semblant d'être une maman italienne, mais on n'y croit pas trop. Et Lydia, la fille de 15 ans, jette les ordures sous le nez de la voisine, qui râle. Il y a de quoi noter. Elle, la voisine, son mari est loin, à San Francisco, parti pour faire des régates. Voilà pour le titre. Mais il écrit de temps en temps, tout au moins, c'est ce que dit le fils de la voisine, qui lui aussi a des soucis d'adolescent qui s'éveille à la vie, surtout en s'intéressant à Lydia, la fille de 15 ans de la voisine, qui elle s'intéresse au beau Énéo, qui prend des douches dans le club nautique du père bourrin de Lydia, qui ne badine pas avec la vertu de sa fille de 15 ans. Même qu'il a la bonne idée d'aller vérifier par lui-même, comme l'a bien noté la critique de Radio-Télévision-Cinéma. On s'en doute, tout ça tourne mal, et à la fin, le père bourrin croit tirer sur Énéo, mais tue en fait le fils de la voisine, ce qui n'arrange pas les rapports de voisinage. Et c'est fini. Le beau Énéo, c'est Laurent Terzieff, le jeune premier à la mode de l'époque. Et Lydia, c'est Daniel Gaubert, une nouvelle venue avec qui Raoul Lévy espère bien réitérer en brune le coup qu'il avait réussi quelques années plus tôt avec Brigitte Bardot en blonde, dans Et Dieu créa la femme. Mais non, ça n'a pas marché. Daniel Gaubert a épousé Radamés Trujillo, le fils de feu Rafael Trujillo, le dictateur de la République dominicaine. Elle a abandonné à sa demande une carrière prometteuse, qu'elle a toutefois reprise après son divorce avec Trujillo, qui lui est mort un peu plus tard d'un mauvais rhume contracté auprès de la mafia colombienne. Après, Daniel Gaubert a épousé Jean-Claude Killy. Elle a tourné un ultime film racontant une histoire de hold-up, avec Killy en co-vedette. Une histoire de hold-up à ski, avant de mourir elle aussi prématurément. Décidément, les régates de San Francisco n'ont pas porté chance à grand monde. Elle est maintenant enterrée dans le village de Curval, dans le Tarn, au petit cimetière dit de Nègremont. C'est là. Mais vu de là-haut, on n'arrive pas à lire les inscriptions sur les tombes, alors on ne peut pas vous dire où elle est exactement. Mais un article de la Dépêche du Midi de 2008 nous apprend que la présence de Daniel Gaubert a contribué à faire revivre le site. On a rénové l'église, on a remis au goût du jour le pèlerinage de Saint-Fort qui se tient en mai. Même l'évêque est venu. Ah, voilà qui va rattraper un peu le coup de la cote 5 de la centrale catholique.